Le goût d'un homme est une chose difficile à cerner. Pour Louis XIV, cependant, une multitude d'éléments peut éclairer cet aspect de sa personnalité. Son implication, très forte, dans les commandes aux artistes, nous laisse en effet comprendre ce qui lui plaisait. Néanmoins, comment différencier le goût du roi de celui de l'homme? Car, en tant que souverain, il orientait les artistes vers les créations les plus à même de glorifier la France et son monarque, mais à côté de ce goût politique, n'avait-il pas un goût propre? Philippe Beaussant a distingué plusieurs manières pour un prince d'aimer les arts, d'en prendre soin, de les favoriser, d'aider à leur développement et leur épanouissement. Le premier degré serait celui d'un souverain amateur d'art par goût pour son propre plaisir, tandis que le deuxième serait celui d'un prince voulant établir entre son plaisir et son pouvoir, entre son règne et son amour du beau, entre son divertissement et sa couronne, quelque chose comme une passerelle. Mais, pour l'auteur, le cas de Louis XIV va bien au-delà. Ce pont jeté entre son plaisir et sa couronne, il peut souhaiter que ce soit une avancée vers un autre édifice, plus monumental et plus grandiose encore, édifié à la gloire de son règne. Son mouvement vers les arts se retournerait alors vers lui-même. Vous le comprenez donc bien, tous les arts participent à la gloire du roi et, par ricochet, à la gloire de la France. On peut avoir en tête non seulement le tableau de Jean Garnier figurant l'allégorie de Louis XIV, protecteur des arts et des sciences, mais aussi les dernières paroles supposées que Saint-Simon prête au monarque peu de temps avant de mourir à l'adresse du futur Louis XV. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Bien qu'il ne fût pas présent lors de la mort du roi, le mémorialiste est le seul à évoquer le cas symptomatique des bâtiments, surintendance qui englobait presque l'ensemble des arts. Avec ces exemples précis, on écrit l'histoire d'un monarque glorieux où tout concourt à la mise en place d'un mythe. On assiste aussi, au seuil de la mort, à une prise de conscience personnelle de Louis XIV de la nécessité de faire des économies quelles qu'elles soient. Les importantes et somptueuses collections de Louis XIV ne reflètent pas nécessairement une inclination personnelle pour tel ou tel objet, car le monarque s'inscrit dans une logique de concurrence et de compétition avec les autres souverains européens. Comme prince le plus puissant, Louis XIV devait posséder des œuvres de tel ou tel artiste afin de constituer la collection parfaite et idéale. Mais à côté des grands maîtres reconnus, on trouve des tableaux représentant des scènes de siège, les résidences royales, les chasses du roi ou même le portrait de ses chiens. Indéniablement, ces œuvres reflètent un goût plus personnel de Louis XIV. De même, l'engagement du roi pour la tapisserie démontre une sensibilité certaine du souverain pour cet art. Il va jusqu'à créer la manufacture des Gobelins, dont vous voyez ici une création pour concurrencer les tapisseries des Flandres. L'aménagement de ces chambres, lieu intime par excellence, est également un bon marqueur du goût en propre du roi. Même s'il est parfois influencé par ses maîtresses en général, ou par Madame de Montespan en particulier, si l'on s'intéresse aux différentes chambres que Louis XIV a occupées dans ses différentes résidences et qu'il a aménagées ou créées à diverses époques, on ressent en outre l'évolution du goût du roi au fil du temps. N'oubliez pas, en effet, que le règne de Louis XIV est très long. Il n'a pas 5 ans lorsque son père meurt, il n'en a que 23 lors de sa décision de gouverner seul, et meurt en 1715 à l'âge de 77 ans. Dans un premier temps, la plupart des chambres de parade ne semblent pas répondre à un goût personnel, mais plutôt à un héritage souvent teinté d'archaïsme, lié à l'étiquette et à la vie privée. Les transformations progressives démentirent cette idée, et l'exemple de sa dernière chambre à Versailles prouve bien que Louis XIV s'intéressa de près à son aménagement et à son décor.